Et ce que je dis souvent, c'est que dans transformation digitale, le mot qui est important, c'est transformation, c'est pas digital. Parce que la technologie, bon, honnêtement, la technologie est là, on peut l'utiliser, il y a toujours un moyen de l'utiliser. En revanche, faire de la transformation, ça c'est vraiment l'aspect le plus important dans un projet de transformation digitale. Et aujourd'hui, oui, en tant que CIO, je porte cette transformation qui transforme le business. Donc aujourd'hui, on a démarré petit, et petit à petit, on va accélérer. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation de l'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas et Allianz Le Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, une solution SaaS simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépote. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous avoir dans le cadre de la troisième saison du podcast CIO Révolution où on va s'attaquer à la problématique et aux enjeux de transformation des entreprises vus par les CIO. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter et d'interviewer Guillaume Sénégas qui est le CIO du groupe Electrolux Professionnel. Salut Guillaume. Salut Bertrand. Alors du coup, Guillaume, Electrolux Professionnel, il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, parce que moi au début, je pensais que c'était quelque chose, puis ça n'était pas, tu m'as tout expliqué. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que fait la boîte, c'est quoi sa structure, nombre de salariés, etc. Et depuis quand tu es là? Oui, donc Bertrand, alors c'est normal que c'est un petit peu la confusion parce que on porte le nom Electrolux tout en ne faisant plus partie du groupe Electrolux, qui est donc une société suédoise bien connue qui fabrique des appareils électroménagers domestiques. Donc nous, on est Electrolux Professionnel. On s'est séparé du groupe Electrolux en début 2020, à peu près au moment où je suis arrivé dans l'entreprise. Et donc nous, en fait, nous sommes une société indépendante cotée à Stockholm. Et en fait, on fabrique des appareils pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, de l'hospitalité d'une manière générale. Donc, pour équiper les cuisines en four, en plaque de cuisson, en machine à laver la vaisselle professionnelle, mais aussi on équipe les EHPAD en blanchisserie, les hôpitaux en blanchisserie, et on équipe aussi des bars et des cafés avec des machines à café, des solutions de boissons réfrigérées. Donc voilà, c'est ce que fait l'entreprise. On est aujourd'hui 4000 dans le monde, à peu près 3000 utilisateurs, puisqu'on a pas mal d'usines, donc pas mal de personnes qui travaillent qui sont pas considérés comme des utilisateurs. On a 12 usines dans le monde, on est présent à travers des entités légales dans une petite trentaine de pays. Et voilà, l'année dernière, on a fait autour de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année, on espère faire un petit peu mieux. Sur mon arrivée, je suis arrivé moi début 2020, donc janvier 2020, juste avant le Covid. Donc la particularité, c'est que moi je suis français, j'habite en France, mais mes équipes sont, j'ai pas d'équipe en France, mes équipes sont en Italie et en Suède. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé avec le Covid, il y a eu une période un petit peu compliquée d'adaptation puisque j'ai dû majoritairement travailler de chez moi. Aujourd'hui, la DSI d'Electrolux Professionnel, c'est à peu près une soixantaine de personnes. Et je dirais qu'on est sur des moyens pour travailler, des budgets qui sont dans la moyenne du benchmark donné par le Gartner pour faire assez simple. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tes équipes, vous êtes combien, même s'ils sont répartis un peu partout dans le monde? Alors, on est 60, sachant que les deux tiers sont en Italie, et puis après, j'ai, on va dire, 15-20% en Suède, et puis le reste est réparti un petit peu partout dans le monde, notamment dans les usines. Alors, on a des usines aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, donc c'est là qu'on va retrouver des personnes de l'IT. Ouais, ça doit être assez sport. Et du coup, quand tu bosses avec des Italiens, etc., vu que la majorité sont en Italie, tu n'as pas de problème, toi, en tant que CIO français, qui j'imagine ne parle pas italien, à créer du lien ou tu as dû te mettre à l'italien?
Ah oui, je me suis mis à l'italien, donc maintenant je parle italien, effectivement. C'est bon ça. Ça aide. Donc oui, oui, ça c'est. Puis c'est le côté un petit peu fun, un petit peu fun du boulot. Après, ce sont des équipes qui avaient l'habitude de faire partie du groupe Electrolux, donc avec beaucoup de Suédois. Donc ils ont un anglais très 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 correct, plus que correct même. Et puis bah, avec les Suédois, c'est pas très compliqué puisqu'ils parlent tous anglais depuis qu'ils sont tout petits, donc c'est assez facile. Oui, il parle mieux anglais que nous en général, ça c'est clair. Exactement. Ok. Et donc, du coup, toi, tu as vu l'entreprise évoluer pas mal. Tu m'avais expliqué dans le cadre du coup de la crise qu'on a tous connue, à la crise du Covid. Et tu m'as dit que ça a été un élément déclencheur d'une transformation assez forte en fait dans l'entreprise. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce choc-là qu'il y a eu en disant de reconsidérer l'IT un peu différemment que ce qui se faisait par le passé? Oui, tout à fait. Donc, moi, quand je suis arrivé, en fait, le poste de CIO, de DSI était une création, puisqu'avant, il n'y en avait pas, puisque on était une business unit d'un grand groupe. Donc, déjà, ça, c'était le premier point intéressant, et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Ça faisait partie d'une aventure, mais aussi parce que le poste de DSI, et je dirais, c'est assez peu habituel aujourd'hui. Encore aujourd'hui, malheureusement, le poste DSI, dans mon cas, reporte au PDG et je fais partie du comité de direction de l'entreprise. Pour moi, ça, c'était un élément important déjà avec un positionnement de l'IT qui était assez fort dans l'entreprise au sein de l'équipe de direction et donc avec une portée stratégique importante. Et c'est vrai que tous les jours, je constate quand même que ça me donne une liberté d'action qui est vraiment très appréciable. Alors pour revenir à ta question, avec le Covid, on a déjà subi un choc business très fort puisque nous, étant dans l'hospitalité, la restauration, les hôtels, évidemment, à partir de février 2020, tout s'est arrêté. Donc on a subi un choc très fort, ce qui nous a permis, je dirais, enfin, de nous donner l'opportunité de nous poser un petit peu sur notre business et sur les évolutions de notre industrie et nous a permis de nous rendre compte que l'industrie, alors ça a été accéléré, c'était déjà avant le Covid, mais ça a été accéléré par le Covid. Je dirais que même notre industrie, qui est une industrie assez traditionnelle, de vente indirecte avec des revendeurs, des agents, etc., était en train de fortement se digitaliser. Et je me souviens d'une petite anecdote, une petite discussion que j'avais eue avec une personne du conseil d'administration, on a un conseil d'administration, puisqu'on est une société cotée à la bourse de Stockholm. Et en fait, je l'avais beaucoup surpris en lui disant que 50% des visiteurs de notre site web avaient moins de 40 ans. Ça l'avait beaucoup surpris parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de notre industrie qui est encore une fois une image traditionnelle. Pour moi, ça montrait que on était en cours de transformation, que nos clients potentiels étaient des clients de plus en plus jeunes avec donc des habitudes digitales très fortes et des digital natives, comme on dit, avec des habitudes de commerce en ligne, avec des habitudes de éviter aussi de parler à des vendeurs. On sait aujourd'hui que plus on est jeune et moins on a envie de parler à un vendeur quand on veut acheter des appareils, y compris acheter des appareils très chers, puisque nous, on a certains de nos appareils qui valent quand même assez cher. Mais ça, c'est plus un frein aujourd'hui. C'était déjà le cas avant le Covid. Avec le Covid, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une accélération comme dans toutes les industries. Et c'est vrai avec notre industrie. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de le noter. Et j'ai pu, je dirais, surfer sur cette vague-là pour renforcer le rôle de l'IT, porter le message sur la transformation digitale qui était nécessaire et porter le message auprès donc du comité de direction, mais aussi auprès du conseil d'administration sur la nécessité de nous digitaliser et notamment de digitaliser l'interaction qu'on peut avoir avec nos clients, et qui aujourd'hui, encore une fois, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes, qui est une attente très très forte. Et puis aussi, l'autre point, c'est de plus en plus et d'accélérer la connexion de tous nos appareils qu'on vend et qui sont présents dans les cuisines, dans les hôtels, les restaurants, les établissements hospitaliers du monde entier. Parce que ça aussi, c'est une demande qui s'est fortement accélérée. Ok, Et tu vois, avec le Covid, par exemple, pouvoir aussi réaliser de la maintenance à distance à travers des appareils ok. connectés. Ça, c'est le genre de On choses va y qui s'est accéléré. revenir. On va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard, juste pour comprendre. Donc, du coup, toi, tu arrives avec une stat assez précise et carrée. Tu surprends au conseil d'administration, enfin, à la direction sur cette stat-là. C'est quoi la position du coup du marketing chez vous? Parce que normalement, ou habituellement, je ne sais pas si on peut dire normalement, habituellement, le marketing, en fait, c'est ce genre de choses qui, lui,
regardent, etc., pour en fait proposer des nouveaux services, des nouveaux positionnements, des nouveaux canaux de distribution, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un marketing qui n'était pas tout à fait adapté ou parce qu'ils étaient en sous-effectif ou parce qu'il n'y a pas de marketing? Non, non, il y a un marketing et je pense qu'ils ont essayé. En toute humilité, je dirais que je suis arrivé au bon moment et qu'ils m'ont laissé faire parce que je pense qu'ils avaient essayé de porter le message avant le Covid et que ça n'avait pas forcément fonctionné. Moi, je suis arrivé à un moment où bah, il y avait aussi l'attrait de la nouveauté. J'arrivais de l'extérieur, à un moment où le Covid a fait prendre conscience à tout le monde qu'il fallait de plus en plus se digitaliser. Donc, je l'ai fait quand même deux concerts avec le marketing. Par exemple, la présentation qu'on a faite ensuite pour présenter le plan de transformation digitale au conseil d'administration, je l'ai faite avec le marketing. Donc, je les ai embarqués, même si c'est moi qui ai pris le sponsorship. Et puis, je pense qu'ils ont compris que on avait une opportunité d'avancer. Et aujourd'hui, on travaille encore bien ensemble avec eux parce que la digitalisation de l'expérience client, par exemple, bah, ça nécessite d'avoir des équipes de marketing digital, d'avoir des outils. Et aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec le marketing sur ces aspects-là. Ok. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est il n'y avait pas d'écoute en fait avant du comité de direction aussi forte. Il y a une crise qui quand même chamboule où on se rend compte que peut-être on est sous-équipé ou en solution, etc. Tu reviens avec un discours qui a déjà été porté, mais voilà, là, cette fois-ci, il est écouté. Puis en fait, toi aussi, tu arrives, tu es nouveau. Et donc, du coup, il y a peut-être une écoute un petit peu là-dessus. Et toi, tu as réussi à réembarquer le marketing pour le faire ensemble et pas à faire cavalier Tout tout à seul, fait. c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est Ok. exactement ça. Tu as bien résumé. Merci. J'essaye de faire les synthèses. J'essaye pour essayer d'être sûr de comprendre parce que pour toi, forcément, c'est clair, mais pour moi ou pour les auditeurs, c'est intéressant d'être sûr de bien comprendre pour la suite. OK. Et donc, du coup, le marketing, maintenant, en fait, au final, vous êtes les deux doigts d'une même main, quoi, parce que vous avez réussi à porter un nouveau projet. Et donc, du coup, là, j'imagine que même le second typologie de projet que tu m'as parlé, donc qui est la connexion, donc du coup, de vos appareils pour tout ce qui est maintenance connectée, services après-vente, etc., tu l'as porté aussi avec eux. Ouais, ouais, tout à fait. Et on a même pu échanger des équipes. Donc, ouais, on travaille vraiment main dans la main avec eux parce qu'ils ont des compétences dont on a besoin, encore une fois, en marketing digital, parce que c'est eux qui s'occupent de la partie CRM et que la partie CRM, c'est vraiment le début du Customer Journey. Donc, on travaille main dans la main avec eux encore aujourd'hui et ça se passe plutôt bien, je dirais. Ok. Et est-ce que tu penses du coup que le duo DSI marketing, en fait, il est équilibré aujourd'hui dans le sens où les compétences techniques sont de plus en plus fortes. Donc, du coup, là, ça renforce la capacité on va dire, de la DSI d'aider ou des équipes IT. Mais en même temps, le marketing a quand même cette image de gens qui sont hyper digitaux, hyper à l'aise avec tous ces outils-là. Est-ce que tu vois qu'il y a un rééquilibrage sur la relation parce que bah, du coup, les compétences sont de plus en plus pointues ou c'est plutôt parce que vous étiez dans un cadre spécifique? Comment tu vois un peu ce côté duo pérenne dans le temps versus marketing? Et je ne parle pas de votre marketing, mais plutôt ta vision du marketing qui veut tout faire tout seul parce que maintenant, il sait faire, il n'a plus besoin des équipes IT. Ah, en fait, je pense qu'en tout cas, dans notre cas, on voit vraiment qu'il y a deux besoins bien distincts. Il y a le besoin du marketing assez classique. Et là, je pense qu'on peut continuer dans une relation classique avec un marketing qui travaille avec le commercial et qui utilise certains outils, mais qui n'est pas trop intégré avec l'IT. Après, il y a tout l'aspect du marketing digital, où là, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a des compétences techniques qui sont fortement développées. On trouve beaucoup de geeks dans le marketing digital. Donc, on trouve beaucoup de gens qui font finalement de l'IT. Donc là, nous, on est surtout intégré avec ces équipes-là. Donc, on travaille surtout, il y a une équipe dédiée digital marketing chez nous et on travaille surtout avec ces équipes-là. On travaille je dirais comme si on était une même équipe. On n'est pas une même équipe aujourd'hui, mais j'imagine que dans un futur plus ou moins proche, on pourrait devenir une même équipe et on pourrait aussi embarquer ces compétences de marketing digital parce que finalement, on parle de compétences techniques avec une connotation business forte, mais finalement, l'IT, ça devient un peu pareil. L'IT, moi, en tant que CIO, je porte aussi toute la transformation digitale, donc je porte la technologie, je porte les compétences techniques, mais je porte aussi un message business assez fort, une connotation business de plus en plus forte. Et à mon avis,
l'IT qui devient de plus en plus, et c'est vrai que le Covid, je pense que c'est une évolution souhaitable et que je suis vraiment content de voir la DSI se rapproche de plus en plus du business parce que le business se rend compte que on a besoin du digital, on a besoin de la technologie pour faire du business. Et côté marketing digital, c'est pareil. Donc, à mon avis, les équipes vont de plus en plus se rapprocher parce qu'on a vraiment une communauté d'intérêts, une communauté de compétences qui font que il faut trouver les synergies. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes équipes, mais on travaille comme si on était dans la même équipe. Ok, d'accord, très clair. Et est-ce que tu penses que le marketing, eux, ils vont, euh, ils vont vraiment aussi se dire, OK, il y a des choses qui, technologiquement parlant, on ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas la technique, et donc il faut qu'on soit en continu avec les équipes IT pour être sûr et certain de pas louper des tournants, en fait. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe. C'était pas le cas il y OK. a quand je suis arrivé ou avant que j'arrive, c'était pas le cas. Ils travaillaient vraiment tout seuls. Aujourd'hui, on est vraiment sur, encore une fois, on travaille en communauté, quoi. Donc ces OK. aspects-là, on en parle et on essaie de les aiguiller au mieux. Ok, trop cool. Et aujourd'hui, au niveau de la direction du coup général, est-ce que tu considères que ce que vous avez fait avec le premier projet, hein, qui est un nouveau portail client qui change complètement en fait la façon dont vous vendez, enfin, qui change la façon dont les distributeurs peuvent interagir avec vous, etc. Est-ce que tu penses que ce projet-là, c'est acté que c'est une réussite pour la direction générale? Est-ce qu'il y a des remises en question sur ça nous a coûté cher au final et à court terme, ça ne nous a pas rapporté? Comment c'est vécu? Alors aujourd'hui, on est au début du projet de déploiement puisqu'on l'a démarré Ah, finalement d'accord. l'année dernière. On a déjà déployé 3 pays et donc on a déjà des résultats sur ces 3 pays. Et cette année, c'est vraiment l'année de l'accélération du déploiement. Donc la réponse à ta question, peut-être dans un an, tu pourras me la reposer si tu veux Toi, encore tu veux repasser m'interviewer. dans le podcast juste pour ça, quoi. C'est ça le Voilà. truc. Maintenant, sur les 3 pays sur lesquels on a déployé la plateforme, on voit clairement qu'on atteint nos objectifs. Donc déjà, ça c'est une bonne chose parce que on mesure et on atteint nos objectifs. À savoir que les 3 quarts de nos ventes du coup se déroulent sur la plateforme e-commerce. Donc c'est un portail client sur lequel tu peux, enfin c'est une plateforme e-commerce, donc tu peux acheter tous nos produits, nos spare parts, enfin nos pièces de rechange, nos consommables, etc. Et évidemment, c'est un portail, donc tu peux interagir avec nous sur n'importe quel sujet, avoir accès à ta doc technique, avoir accès à toutes tes factures, etc. Donc le premier élément, c'est que on voit que nos clients, nos distributeurs commandent en ligne, quel que soit le produit, quelle que soit la valeur du produit. Donc ça, c'est une vraie réussite. On voit aussi que les clients donc nos distributeurs sont contents d'avoir un accès rapide à l'information et de pouvoir interagir avec nous comme ils interagissent dans leur vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai un problème, je vais sur la plateforme, je pose ma question, j'ai les notifications, je peux tout tracer et ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup et ils ont vu une rapidité aussi de réponse à leurs questions. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de chatbot, par exemple, ou on n'a pas d'ailleurs, on n'a pas de live chat, mais quand même aujourd'hui, on voit que l'interaction digitale par rapport à des choses qui se faisaient complètement soit par email, soit par téléphone, on voit une accélération très nette dans la prise de la question, dans la prise du point et dans la résolution, la résolution du problème. Après, ce qu'on voit aussi, c'est en interne un gros changement sur la façon de fonctionner de nos équipes internes avec voilà, une plateforme unique sur laquelle on va tout retrouver sur nos clients. Donc, on voit une intégration bien plus poussée entre les équipes back-office et les équipes vente, par exemple. On a tout sur la même plateforme, Salesforce, donc on a à la fois la CRM, l'e-commerce, la partie service, et ça nous permet d'être complètement intégrés avec les équipes et ça permet aussi aux équipes internes de gagner beaucoup en fluidité et en productivité, donc de passer plus de temps à faire des choses à forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc, tu vois, par exemple, je te donne un exemple très concret que j'ai pu discuter avec le responsable de notre filiale en Angleterre. Lui, il me disait qu'avant, en fait, le responsable des vendeurs, ou enfin, en tout cas responsable d'une région avec plusieurs vendeurs, il avait l'habitude voilà, de traiter par téléphone, de noter sur un Excel ou sur un petit bout de papier toutes les actions qu'il avait à faire pour ses vendeurs. Aujourd'hui, il est complètement data-driven. Donc, lui, il a complètement changé sa culture, son état d'esprit, et maintenant, il regarde sur la plateforme
Sur Salesforce, il regarde toutes les données de ses vendeurs. Il est capable de déclencher des actions automatiquement. Il est capable de suivre les actions de ses vendeurs en automatique. Il est capable de suivre toutes les ventes et tout ce qui se fait avec tous les distributeurs de sa région. Et c'était assez vraiment sympa de voir aussi comment, et c'était pas forcément un objectif qu'on avait au départ, mais de voir aussi comment nos équipes internes, y compris dans les ventes, ont pu vraiment se transformer et être beaucoup plus aujourd'hui finalement portés par la donnée et d'être beaucoup plus basés sur les outils pour faire leur boulot. Donc il y a une transformation aussi sur la façon de travailler des équipes internes. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question en 3 mots, 3 pays, à ce jour, c'est un succès. On n'a pas de remise en question. J'ai encore un fort support de nos équipes, enfin de l'équipe de direction, du PDG et du conseil d'administration. Et j'espère que ça va continuer. Ok. Et du coup, maintenant, si on reprend un petit peu quelques années avant, hein, où globalement, le- le- arriver avec une demande de budget de 500 000 ou 1 million sur 2 ans pour monter une équipe qui fait un produit, etc., qui va rapporter de l'argent, mais au bout de 2, 3, 4 ans, etc., ça pouvait toujours être compliqué parce que c'était jamais le must-have, c'était jamais la priorité, c'était jamais, enfin, ça restait l'IT. On se disait, mais attends, on entendait comme ça avant. Il y avait un biais un peu, j'ai l'impression qu'il y a la direction générale a toujours un billet de l'historique dans le sens où ça marchait bien avant, pourquoi changer? Ou le billet du on a toujours survécu, donc de toute façon, ça a toujours bien fonctionné, on a toujours là, et si on doit changer, on changera, même si c'est un peu tard, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que ça a changé? Enfin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que ça a changé? Oui. Si oui, pourquoi? Et j'aimerais vraiment comprendre maintenant la façon dont tu penses que la direction générale regarde les nouvelles propositions d'amélioration continue ou de création de valeur, hein, et les coûts associés. Est-ce qu'on est toujours sur du ROI court terme? Est-ce qu'on est toujours sur l'IT, ça coûte cher? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle façon de penser à tout ça? Ah, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les Oui, mais prendre. comme tu fais des réponses longues, on s'entend bien, tu vois. Exactement. Donc, non, non. Oui, l'IT coûte cher. Bon, ça reste quand même, hein, je pense. Et malgré tout, je pense que ça fait des dizaines d'années, probablement qu'on l'entend depuis l'invention de l'IT. Donc, je pense qu'on va continuer à l'entendre. Mais il y a quand même un changement. Il y a un changement parce que, encore une fois, l'IT apporte une connotation beaucoup plus métier aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une prise de conscience très forte. Et je peux parler de mon entreprise, mais je pense que c'est général sur comment la technologie peut aider le business et donc peut générer plus de business et donc plus de chiffre d'affaires et plus de profit. Je pense que ça, il y a une vraie prise de conscience. Donc, du coup, les investissements dans la technologie qui sont, en tout cas dans mon entreprise portée par moi en tant que CIO, sont, je pense, beaucoup moins questionnés parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de la technologie pour créer de la valeur pour nous et pour nos clients. Et donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est un élément très important. Encore une fois, le fait que moi, je sois au comité de direction, que je reporte directement au PDG, ça aide énormément et il faut pas se cacher. Je pense que si j'étais en schéma classique où je reporte au DAF, ce serait quand même beaucoup plus difficile. Et pour te répondre à ta question sur le ROI, oui, je pense qu'il y a quand même un changement, il y a un changement de paradigme parce que les investissements technologiques, jusqu'à présent, en tout cas, c'était vrai dans mon entreprise, on avait besoin d'un ROI court terme, 1 an, 2 ans, pour se dire, OK, ça va me rapporter quelque chose. Oui, il y avait un biais on a toujours fait comme ça, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer? Est-ce qu'on a besoin de mettre un nouveau système? Avec cette prise de conscience sur la technologie et comment la technologie fait évoluer le business et je dirais devient aussi un élément essentiel en fait d'innovation et de création de valeur. Je pense que il y a un petit peu ce sentiment que de toute façon, il faut mettre en place les fondations technologigiques pour ensuite pouvoir innover, changer de business model, etc. Donc du coup, les discussions sur le ROI qu'on a toujours quand même, hein, sont plus faciles. Et on n'attend pas un ROI à très court terme. On s'attend pas forcément à faire des économies. Ce qu'on s'attend, c'est en revanche que on va générer plus de business et ça devient même, comme on dit, un ticket of the game, quoi. On a plus le choix maintenant. On est obligé, par exemple, euh, tu dois investir dans la connectivité. Tu es obligé d'avoir tous tes appareils connectés. Parce que si tu le fais pas, les clients ils vont aller voir ailleurs parce que ça devient un élément vraiment différenciant. Parce que finalement, ce qui devient un élément différenciant, c'est d'avoir aussi une application qu'on est en train de développer pour gérer
tous tes appareils pour éventuellement, je sais pas moi, gérer la maintenance, faire de la maintenance prédictive, faire de l'update à distance de tous tes appareils. Par exemple, nous on a des fours, bon, pouvoir updater, mettre à jour toutes les recettes qui sont présentes dans tes fours. Et parfois, quand tu as un grand compte, tu peux avoir des centaines de fours avec une appli. Voilà, ça c'est super intéressant. Et si tu ne fournis pas ça, et donc si tu n'as pas investi dans la technologie, et ça, il y a une prise de conscience encore une fois sur ça, tu vendras pas, tout simplement. Donc, je pense que la technologie est maintenant associée aussi à la possibilité de vendre des services nouveaux qui sont demandés par nos clients, et donc c'est nécessaire d'investir dans la technologie. Donc la discussion sur le ROI est quand même plus facile, malgré, et là je suis d'accord avec toi, il y a quand même toujours un biais sur, ok, mais bon, finalement notre industrie a toujours vendu comme ça, bon, ça n'a pas l'air de trop mal se passer. Mais je pense que enfin, je sais pas si on peut dire grâce, mais en tout cas, à travers le Covid, il y a eu une prise de conscience forte qui fait que, voilà, on sait qu'on peut subir des concurrences très fortes de concurrents qui auront fait des investissements dans la technologie. Donc la discussion est quand même plus facile. Encore une fois, prise de conscience du conseil d'administration, des comités de direction, le fait que moi je sois à la bonne table, ça aide beaucoup. Et donc, malgré les biais, malgré la difficulté à justifier les investissements dans la technologie, c'est plus facile qu'avant. Ok. Et est-ce que du coup, par exemple, tu as fait intervenir un CEO ou un CTO de start-up, tu vois, de boîtes qui ont réussi, hein, qui sont à 200, 300, 400, 500 salariés, tu vois, une belle entreprise. Et pour que, juste en mode pitch, comment ça fonctionne ces jeux en termes par rapport à la technologie, comment ils investissent, etc., pour qu'ils se rendent compte, le comité de direction, qu'il y a des nouvelles façons de faire aussi et que, tu vois, par exemple, un Doctolib qui est passé dans le podcast, Sébastien, il me disait, quoi, eux, c'est plus d'une centaine de SaaS utilisés ou 200, je ne sais plus, par les équipes, que son équipe, il ship 50 projets par quarter pour améliorer les opérations en interne. Est-ce que ce genre de témoignage, tu t'en es servi? Si oui, trop bien, c'était quoi l'impact, etc. Et sinon, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça vaudrait le coup encore de le faire? Alors, je l'ai fait, mais de manière indirecte. J'ai fait intervenir des consultants qui travaillent avec soit des grandes entreprises ou des startups, Ok. de manière à ouvrir un peu ouvrir les chakras, comme je dis, du comité de Ouais. direction. Donc, oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que souvent, en fait, dans les entreprises industrielles comme la mienne, on est assez finalement focalisé sur soi-même et on se dit que tout le monde est conscient de ce qui se passe, tout le monde est conscient des startups et de leur façon de fonctionner, mais parfois, ils pensent que c'est un autre monde. Or, c'est pas un autre monde, c'est le même monde. Donc, je pense que ça, c'est un élément très intéressant. Mais moi, j'ai fait à travers des consultants qui sont venus faire des présentations sur voilà, des cas concrets, des cas clients qu'ils ont pu aider dans leur transformation digitale. Ok, super intéressant. Donc, du coup, tu as quand même essayé enfin, tu Oui, l'as fait de pousser ça. Après, voilà, tu t'es pris avec des consultants qui, eux, travaillent, etc. Mais tu leur as permis de se rendre compte aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, tu vois, c'est un peu compliqué pour tu une direction générale. En 5-6 années, tu as quand même un raz-de-marée, tu as quand même un secteur qui change, quoi. Le nombre de SaaS hyper puissants, méga spécialisés qui arrivent sur le marché, des technologies qui peuvent aussi complètement chambouler, type l'IoT, comme tu disais sur la connexion. Enfin, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de changements technologiques forts qui arrivent en même temps et où du coup, c'est compliqué aussi d'avoir les nouveaux ordres de grandeur, quoi. ouais, Comment je calcule mon budget IT par rapport à mon type de business? Si tu reprends les mêmes chiffres d'il y a 10 ans, c'est compliqué, quoi. c'est clair. Et puis c'est quoi le budget IT? Est-ce que le budget, enfin voilà, le Ouais, budget IT, est-ce que finalement il change le périmètre change. Donc forcément, et puis moi je travaille beaucoup avec la R&D aussi parce que c'est eux qui portent le projet IoT par exemple. Donc je travaille beaucoup avec, enfin c'est en tout cas qui le drive au quotidien. Donc je travaille beaucoup avec eux. Voilà, est-ce que ça finalement c'est pas du budget IT aussi? Enfin donc c'est vrai que ta question, enfin ton point il est bon et il faut revoir tous nos références, toutes nos références parce elles sont plus valables. Donc sur ça, je suis complètement d'accord. et Alors du moi, coup, tu vois, le budget IT aussi, c'est quoi le budget IT? Si tu dis, on fait un portail client, tu vois, OK, il y a de l'IT et tout, mais en fait, au final, c'est un budget market, sales, tu vois, enfin, ça dépend vraiment de ouais, comment tu découpes aussi ton coût IT, quoi.
Exactement, et tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple sur le market puisque j'ai le budget, par exemple, de tous les outils Martech, donc marketing, technologie marketing, c'était au marketing avant, et ça, je l'ai repris. Parce que c'est aussi un métier finalement. Quand même, on apporte quand même cette capacité à gérer des fournisseurs, à gérer, à gérer des projets, mais à gérer aussi tous les aspects de maintenance. Parce que même sur les SaaS, finalement, il faut être en capacité de gérer les releases, il faut être en capacité de faire des tests de non-régression, de déployer ce que tu as envie de déployer. Donc, tout ça, c'est des compétences que nous, on a à l'IT, Sur du qu'on a SaaS, développées. non, t'as pas, sur du SaaS, tu n'as pas de release, tu n'as pas de test de régression. C'est quoi? C'est sur les intégrations, tu veux dire? Eh non, mais même pas, mais parce que par exemple, tu as des SaaS, je sais pas, sur Salesforce par exemple, ils te disent, voilà, en principe, c'est tous les 3 mois sur Salesforce, si je me rappelle bien, ils te disent, voilà, moi j'ai toutes ces nouvelles fonctionnalités. Tu peux ou pas décider, enfin, tu peux décider de ne pas les déployer tout de suite. En revanche, voilà, déjà, il faut regarder leur release pour voir si tu les actives ou pas, si c'est intéressant pour toi. Et puis, si tu décides de les activer, si toi, tu as fait des customisations, parce que tu peux faire des customisations sur du SaaS, sur Salesforce en particulier, là, il faut que tu regardes parfois s'il n'y a rien qui est cassé. C'est assez simple, mais c'est quand même des choses qu'il faut faire. Et on a eu des mauvais exemples sur ça avec le marketing. Donc, ça, Ok, c'est des choses aussi qu'au niveau de l'IT, on peut apporter. ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi? Ça va être une guerre, on va dire un interne pour avoir le budget de l'IT, puisque c'est toi qui as tous les budgets pour les SaaS. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça passe par moi aujourd'hui. Donc, il faut que chacun me donne un peu les besoins. Voilà. Et puis, on essaie de faire au mieux. Donc, c'est pas une guerre parce que, bon, et puis peut-être Non, bien sûr. on devrait pas utiliser ce mot-là, Oui, tu as forcé. raison. Mais, T'as raison. non, T'as non, raison. c'est des discussions. Non, non, mais Ok. trêve de plaisanterie, c'est des discussions intéressantes à avoir ceci étant dit avec voilà. En fait, on se pose la question de la valeur pour l'entreprise tout simplement. Donc, mais je voulais rebondir sur quelque chose qu'on disait, c'est quoi l'IT aujourd'hui? Je me souviens d'avoir été dans une conférence de Stellantis par exemple, qui pour moi est vraiment un exemple intéressant à suivre. Alors, évidemment, c'est une très grosse entreprise. Et quand tu vois les investissements qu'ils font aujourd'hui dans tout ce qui est software engineering avec un chief software officer avec 100 recrutements par mois. C'est vraiment intéressant de voir aussi comment eux, ils changent de business model et ils passent d'un business model où on vend surtout de la voiture et après du service à de la voiture, autour de la voiture, à je vends un software. Et ça, c'est quelque chose que je suis aussi en train de pousser dans mon entreprise. Récemment, j'ai fait une présentation un peu provocante justement au comité de direction et au conseil d'administration. Et je leur ai mis, voilà, je vais vous montrer là où on va innover dans les prochaines années. Et j'avais mis une slide avec une photo d'un nuage. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Il faut qu'on passe d'un modèle où on innove sur le produit à un modèle où on innove dans le cloud, on innove sur le software. On utilise les technologies pour innover, pour fournir des produits différents et qui sont attendus par nos clients, voire éventuellement monétiser aussi des données, etc. Et donc ça, c'est vraiment un changement que je trouve qui est en ce moment en train de se passer et sur lequel le DSI, CIO doit avoir un impact très très fort. Et là, on doit porter les bons messages et on doit porter la technologie, la compétence et notre façon de gérer le cloud et notre compétence, notre expérience sur le cloud. Pour moi, ça, c'est vraiment un élément aujourd'hui extrêmement important de la transformation d'entreprise. Ok. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que toi, tu parlais de transformation digitale, bon, c'est comme tout mot dans nos secteurs, ils sont tous galvaudés à un moment donné ou à un autre. Mais globalement, toi, tu es intervenu sur deux grands projets. Le projet, donc, c'est la capacité de changer la façon dont les gens achètent vos produits. Donc, c'est quand même méga impactant. Et le second, c'est le fait de connecter vos produits pour apporter plus de valeur dans la maintenance, dans la mise à jour, etc. Est-ce que du coup, tu vois, ça, c'est pas une transformation en soi digitale, c'est une transformation d'entreprise parce que ça touche la façon dont tu vends et ça touche ce que tu vends et même les marges que tu vas avoir. Tout Donc, à fait. est-ce que du coup, plutôt de parler de transformation digitale, c'est tu es un acteur ou un pivot de la transformation d'entreprise parce que tu aides à ce que la technologie puisse impacter chaque maillon du business model Canva de la boîte. Oui, alors tu as tout résumé, donc du coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire de plus, mais Ah c'est non, non, mais exactement c'est ça. plus, c'est Non, non, plus non, mais pour comprendre ta position par rapport à ça, parce qu'en tout à fait, au fait, final, tu vois, là, tu as attaqué deux trucs, il y en a d'autres, de même peut-être que ça sera dans les usines, tout à fait. tu vois, c'est… Alors non, mais c'est un excellent point. Et comme je dis souvent, alors tu as raison, le mot transformation digitale est très galvaudé, enfin les deux mots sont très galvaudés. Et ce que je dis souvent, c'est que dans transformation digitale, le mot qui est important, c'est transformation, c'est pas digital. Parce que la technologie,
bon, honnêtement, la technologie est là, on peut l'utiliser, il y a toujours un moyen de l'utiliser. En revanche, faire de la transformation, ça, c'est vraiment l'aspect le plus important dans un projet de transformation digitale. Et aujourd'hui, oui, en tant que CIO, je porte cette transformation qui transforme le business. Donc aujourd'hui, on a démarré petit, mais petit à petit, on va accélérer. Et moi, je sens que mon rôle est très important sur cette transformation métier. Et aujourd'hui, je pense que c'est même attendu de la part du PDG de l'entreprise, de la part du conseil d'administration. C'est attendu que le CIO, dans mon entreprise en tout cas, porte cette transformation métier. Voilà, cette transformation métier Ouais. qui va permettre de changer nos modes de fonctionnement avec nos clients, changer nos clients aussi, changer, fournir des services digitaux, quoi. Voilà, demain, peut-être qu'on vendra plus un four, mais on vendra un taux d'utilisation du four à un restaurant. Et ça, pour ça, tu as besoin de technologie. Comme les moteurs d'avion. Exactement. Ou comme les pneus des avions avec Michelin, où ils vendent depuis des années, ils vendent le nombre d'atterrissages. Bon, bah, peut-être que demain, ce sera ça qu'on va faire. Et ça, tu as besoin de la technologie, mais tu as besoin aussi de transformer tout ton business model. Donc, tu as besoin d'embarquer à travers la technologie les forces de vente, tu as besoin d'embarquer le marketing, et ça, c'est pas très difficile de manière générale. Et puis derrière, il y a quand même une transformation réelle de la supply chain aussi, hein. Alors, la supply chain qui Ben ouais. souffre beaucoup en ce moment, mais derrière, si tu vends beaucoup plus en ligne, eh ben, les attentes sont pas les mêmes. La transparence de l'information n'est pas la même non plus. Donc, Il faut que tu voilà. écoutes le podcast avec Daniel des Cuisines Schmitt sur la supply. Il est énorme. Ce qui donne, ça fait 30 ans qu'ils ont travaillé dessus, c'est ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ouais, j'imagine. Faudra que tu écoutes, tu me diras. Tout à fait, je te dirais. Ok, très clair. Et donc, du coup, tu vois, si on reparle de ce côté transformation, du coup, tu vois, on revient sur la thématique de la saison. C'est-à-dire, toi, par exemple, bah, tu interviens sur deux briques là, de ton business model Canva, très bien. Mais du coup, toi, en fait, il faut que tu arrives à changer en fait, la posture du poste de DSI en disant, bah, je suis le DSI, mais en fait, je suis le pivot de la transfo. Et donc, du coup, ton objectif à toi, c'est aussi d'avoir des gens dans ton équipe pour déléguer, par exemple, un RSI pour la sécurité, peut-être un DSI adjoint pour la partie peut-être plus IT de tous les jours, pour que tu puisses, toi, embarquer toute l'équipe, hein, toute l'entreprise et avoir vraiment une vision globale et la partager pour que tu puisses avoir toutes les directions ou dans toutes les filiales ou usines, etc., impliquer ce changement-là en continu. Et c'est quand même un autre job au final que le DSI classique. Oui, c'est vrai. Après, il faut trouver le juste équilibre aussi parce que, bon, malgré tout, en tant que DSI, il faut s'assurer que le matin, quand les gens arrivent, ils aient accès à leurs applications, que les réseaux marchent, que les applications marchent. Donc, ça reste quand même un élément très important. Donc, tu as raison, il faut s'appuyer sur des équipes qui puissent le faire sans que tu aies besoin d'intervenir tout le temps. Donc, nous, on a une DSI de taille intermédiaire, 60 personnes, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Donc, je peux Ouais, m'appuyer quand même sur des compétences. si, ça commence à 60 Ça personnes, tu commence. peux très bien avoir un RSI et un DSI adjoint dans ton équipe, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai un RSSI, voilà, ça c'est sûr. Donc ça permet de se libérer de pas mal d'actions. Après, voilà, encore une fois, il faut garder le bon équilibre parce que malgré tout, euh, on m'attend sur la transformation et je pense de plus en plus le DSI, on va l'attendre sur la transformation. Ben Et ouais. il faut qu'il trouve le bon équilibre aussi avec le côté terre à terre. Il faut que tout fonctionne. C'est un peu le modèle. Enfin, on a une mission un peu bimodale, quoi, hein, comme pour reprendre un terme du Gartner, où il faut qu'on aille avec l'aspect transformation. On est de plus en plus proche du business. Il faut qu'on aille de plus en plus vite, qu'on livre de plus en plus vite des applications pour nos clients internes, mais aussi finalement de plus en plus pour les clients externes, donc les vrais clients de l'entreprise. Et en même temps, on a le côté où il faut conserver le cœur de l'IT et être robuste et s'assurer que tout fonctionne tous les jours et tous les matins. Donc, le rôle change. Donc, tu as raison, il faut que le DSI ait la capacité, ou en tout cas puisse dans ses équipes s'appuyer sur des personnes fortes qui vont gérer ce quotidien de manière à pouvoir se libérer sur la transformation et porter ce message et porter cette transformation dans l'entreprise. Et ça, toi, tu disais il faut trouver un juste milieu. Tu vois à quel moment, en fait, ton focus à toi, c'est de gérer en direct l'IT ou plutôt de gérer en direct les directions de l'entreprise pour pouvoir prioriser les bons projets à exécuter. Tu vois, c'est aussi des métiers qui évoluent, quoi. Si tu es dans le comité de direction, on attend plus aussi de la stratégie, de la tactique et du choix
que de l'exécution, non? Tout à fait. Et on attend de toi, quand tu fais partie d'un comité de direction, comme dans tous les comités de direction du monde, on attend de toi que tu donnes ton avis et un impact, influe sur des sujets qui sont pas de l'IT. Enfin, ces sujets qui sont pas dans ton périmètre direct. C'est ça à quoi sert un comité de direction aussi. Donc, par nature, quand tu es au comité de direction, tu dois aussi avoir un impact sur des choses qui sont pas de l'IT traditionnel. Voilà. Donc, effectivement, c'est une question de juste milieu. Après, Tu disais qu'au final, quand même, ton métier principal, ça reste de faire en oui, sorte que l'IT fonctionne. Et oui, ben, oui, c'est oui, bien sûr, c'est ton poste mais c'est juste que j'ai l'impression que quand je parle avec des DSI, moi, je vois deux problématiques encore qui font que, enfin, à mon sens, il y a un enjeu sur le côté direction du DSI. C'est que s'ils n'arrivent pas à avoir un RSSI dans les équipes ou quelqu'un qui carbure là-dessus, ben, en fait, ils se font happer par tout le temps sur la partie sécurité. c'est sûr. Du coup, en fait, c'est des DSI, c'est pas des DSI, même si sont codir, c'est plutôt des RSSI déguisés, quoi. Et le second, c'est qu'ils sous-investissent tout le temps en termes de temps à passer sur vraiment le pilotage de la transformation globale et embarquer l'ensemble des équipes. Je parle de la direction. Et que du coup, je le vois assez bien, c'est-à-dire que ils disent qu'ils veulent être business partner, etc. Ils veulent l'être, c'est réel. Mais par contre, leur focus en temps aussi en énergie, quoi. Enfin, tu vois, en bande passante, il n'est pas là-dessus. Alors, Il reste dans du quotidien technique, quoi. ah oui, alors c'est vrai. Moi, j'ai la chance d'avoir voilà, une équipe relativement importante qui me permet de déléguer. En plus, je dirais que par nature, comme je suis pas avec eux au quotidien, puisque je travaille, Eh bien oui, on va ouais. dire, 2 tiers du temps de la maison, c'est un petit peu plus facile de déléguer, donc ça se fait un peu plus naturellement. Après, nous, on a un aspect qui est assez important, c'est que on a énormément de services managés, on a énormément d'externalisation. Donc, du coup, ça libère du temps aussi, y compris pour moi en tant que DSI, sur le quotidien. Parce que finalement, on s'appuie beaucoup sur des partenaires pour gérer. On a un data center qui est complètement externalisé dans d'autres DSI, je pense, parce qu'on a beaucoup, beaucoup externalisé. Et je pense que ça, au niveau du DSI, du coup, ça se retrouve. Euh, donc voilà, donc oui, ta question elle est totalement valable et je pense que la taille de l'équipe, ça joue beaucoup. Mais je pense qu'avec une externalisation forte et aussi avec de plus en plus de systèmes cloud aujourd'hui, je pense qu'on est mieux loti pour passer moins de temps sur les tâches opérationnelles et plus de temps sur les aspects de transformation. Ok, très clair. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé avec le marketing pour créer de la valeur. Est-ce que du coup, tu vas aussi travailler tu penses, avec les parties de production? Oui, 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 tout à fait. On va travailler, on commence déjà à travailler. C'est un aspect important. Pour moi, ce sont des projets qui sont encore plus difficiles parce que quand on touche à la production, on a quand même beaucoup, beaucoup de contraintes. Mais oui, ce sont des aspects sur lesquels on commence à travailler avec nos sites de production. Et là, j'ai la chance aussi d'avoir une personne dédiée, pas une personne dédiée à moi, mais une personne dédiée à la transformation digitale des usines, qui fait Ok, partie de la direction des opérations. Et donc, du coup, je pense que là, on va pouvoir avancer. fine, très clair. Bon, super. Ben, je pense qu'on a fait un super bon tour. Pour moi, ça m'a montré aussi que les directions générales peuvent complètement aussi changer leur perception de l'IT budgétaire en période de crise. Si aussi toi, tu arrives comme tu l'as fait, à prendre la balle au bon et à créer des projets qui font sens avec d'autres membres du CODIR, quoi. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est le marketing et l'IT qui ont réussi à convaincre la direction générale qu'il fallait accélérer sur ces sujets-là. Et là, vous apportez de la valeur. Et donc, du coup, il y a aussi, j'imagine, une confiance renouvelée grâce au succès du projet à date, quoi. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Puis je pense que voilà, moi j'ai bénéficié d'une bonne combinaison de facteurs. Donc j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé au bon moment, parce que c'était une création de poste, parce que je suis aussi à la bonne table. Encore une fois, pour moi, je l'ai dit souvent pendant Ouais. notre entrevue, je pense que être au comité de direction, ça fait une grosse, grosse différence. Ça fait une différence, mais ça ne suffit pas. C'est vrai. C'est indispensable. Sans ça, je ne vois pas comment tu peux faire. Mais tu peux être au CODIR
ne pas réussir à convaincre que l'IT apporte de la valeur là-dessus, qu'il faut voir les budgets de manière différente, qu'il faut prioriser les projets ensemble, etc. Il y a aussi une volonté organisationnelle au niveau du CODIR qui doit changer, quoi. Tout à fait. Tu as raison. Et là, tu as réussi à le trouver avec le marketing au final pour pouvoir cranter, quoi. C'est top. Exactement. L'ennemi juré des DSI en plus. Ouais, je vais te faire une confidence. Moi, je suis marié à une marketeuse. Alors. Ah ouais, après, si tu cherches les embrouilles comme ça, je comprends que ça puisse. Non, mais c'est cool. Bon, super. Mais merci, Guillaume. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour de la conversation? Si, peut-être, je pense que Ouais. le message aux autres DSI, c'est que je pense que de plus en plus, on nous attend sur ces enjeux de transformation et qu'on a un vrai rôle à jouer sur ces enjeux de transformation parce qu'on maîtrise la technologie, on maîtrise la façon de l'implémenter, on maîtrise la façon de la contrôler, de la gérer. Et je pense qu'il faut qu'en tant que DSI, on ait cette discussion avec voilà, les autres directeurs de l'entreprise, comment la technologie peut les aider et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets métiers et comment la technologie peut les aider dans leur transformation, dans leurs opérations, dans leur business. Et je pense qu'on a un vrai rôle et je suis confiant sur l'avenir que ce rôle-là va être de plus en plus important. Bon, ben super. Ben, écoute, merci Guillaume, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu à vous tous aussi et que vous pouvez bien sûr contacter Guillaume sur LinkedIn ou par mail si vous voulez approfondir certains sujets, notamment sur la gouvernance et la transfo. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.